Donc, nous avons vu la réception à l'essai des séminaires. Nous avons vu la réception du Concile par les évêques de France, avec l'attitude des évêques, et maintenant nous voyons l'essai de séminaires. On va essayer de créer des séminaires. C'était demandé par le Concile de Trente. Les séminaires sont le parfait exemple de la volonté des évêques, la volonté épiscopale, de réforme et des difficultés rencontrées pour réussir la réforme. Les séminaires vont rencontrer de nombreux obstacles à leur mise en œuvre. Il y a les guerres, les difficultés d'ordre juridique, les difficultés d'ordre financier et des difficultés d'ordre plus ponctuel. Les guerres, elles se succèdent et ravagent la plupart des régions pendant tout le siècle. Elles obligent des séminaires à fermer, comme Sarlat en 1597 et Aix en 1591. Nous sommes à la fin du XVIe siècle. Les difficultés juridiques, les habitudes de l'Église gallicane, qui se veut beaucoup autonome, font passer toute décision pontificale touchant la discipline de l'Église par l'approbation du Parlement. Or, durant les guerres de religion, comme plus tard, sous le règne de Louis XIII, quand je parle des guerres de religion, c'est aussi XVIe siècle, n'est-ce pas, hein, après la Réforme. Comme donc plus tard sous le règne de Louis XIII, le Parlement refusera d'entériner les décisions disciplinaires du Concile de Trente. Le Parlement réduit ainsi la portée des décisions prises par de nombreux conciles provinciaux à l'appel de leurs évêques. Il faut attendre les États généraux de 1614 pour que les trois ordres, clergé, noblesse, tiers-état, le tiers-état étant composé de tout ce qui reste, n'est-ce pas, les bourgeois, les paysans, tout le reste de la France, se mettent d'accord pour l'établissement de séminaires dans chaque diocèse pour les 2 ans à venir. Quelques mois plus tard, l'Assemblée générale du clergé reprend l'idée en s'adressant au roi Louis XIII. La réponse du roi va tarder encore 15 ans. Remarquez, nous sommes en 1614 et 2 ans plus tard, ça fait 1616. Le roi a quel âge? 14, 16 ans. C'est un peu jeune. Hein? Bon, il faut attendre donc 15 ans. Alors, faisons le compte. 16 plus 15, il y a une trentaine d'années, 31. Hein? Voilà. Même pas, à peine. 1629, ça fait 29 ans.
pour répondre aux vœux du clergé par une loi. Il est vrai que le clergé n'avait pas attendu la réponse du roi pour commencer à mettre en œuvre les séminaires. Nous avons parlé des guerres, des difficultés juridiques et maintenant les difficultés financières. Elles jouent un rôle très important. Elles sont souvent à l'origine des longues et difficiles mises en place des séminaires. Elles sont aussi à l'origine de leur fermeture quand il n'y a plus d'argent. Il semblerait que le Concile n'ait pas prévu un système de financement efficace ou suffisant pour établir les séminaires. Quoi qu'il en soit, on voit les évêques réclamer lors des conciles provinciaux ou des synodes diocésains des contributions à un clergé qui ne se montre pas toujours de bonne volonté. Devant les difficultés, certains évêques financent directement les séminaires sur leurs propres revenus. Mais il suffit que le généreux donateur meure pour voir son œuvre disparaître avec lui. Plus de séminaire. Les difficultés propres au séminaire. Il y a des problèmes pour trouver un nombre de formateurs suffisant. Il y a aussi, parfois, des difficultés à avoir des élèves. On peut aussi noter les problèmes de logement et d'autres éléments plus ponctuels. Essai de séminaire, après nous allons parler de chèques, les chèques. Tous ces éléments conjugués entraînent un échec général des séminaires. En France, Metz, c'est une ville à l'est de la France, en Lorraine, s'arrête vers 1613. Reims et Rouen, Rouen en Normandie, Reims en Champagne, à l'est de Paris, fonctionnent par intermittence. Valence, en dessous de Lyon, sur le Rhône, après un essai d'une année, en 1583, reprend en 1616 et ferme en 1639. Intermittence. Aix, Sarlat, Carpentras, Rodez, je vous donne des noms de diocèses. Aix en Provence, près de Marseille, vous voyez, un petit peu au-dessus de Marseille, une grande ville. Carpentras, c'est un petit peu sur le Rhône, vous voyez, tout près du Rhône. Rodez, c'est la capitale c'est dans le sud de la France aussi, vous voyez. Elles ferment leurs établissements avant 1600.
Donc, ça ne va pas si bien que cela. Toulouse fonctionne de 1590 à 1601. À peu près aux périodes où Vincent va faire sa formation, va commencer sa formation là-bas, n'est-ce pas? Auch, de 1609 à 1620. Bon, je passe Luçon de 1617 à 625. Lyon, de 1618 à 1628. Bon, c'est des données que je vous donne, c'est pour montrer que ça marche pas, ça marche, vous voyez. Antoine de Gers, qui a fait, il y a déjà assez longtemps, un livre en deux tomes sur l'histoire des séminaires au XVIIe siècle. Antoine de Gers le remarque bien. Les séminaires survivent rarement plus de 20 ans à leur fondation. Au début du XVIIe siècle, il ne reste que Reims, Champagne, Pont-à-Mousson pour l'évêché de Toul, en Lorraine, Agen, toujours un petit peu au sud-ouest de la France, Rouen, Normandie, Mâcon, un peu au-dessus de Lyon, et Langres. Et ils font partout bien modeste figure. Je parle maintenant de la réception du concile dans les ordres religieux. Un autre point, le troisième point. Comme chez les évêques, le concile de Trente a provoqué un mouvement de réforme chez les religieux. Mais les abus du système de commande ont rendu ces tentatives très fragiles. Elles ne résisteront d'ailleurs pas aux guerres de religion. Cependant, ce que Michel de Certeau, un père jésuite qui est décédé maintenant, appelle le réformisme, va trouver un point d'attache dans un petit cercle parisien. Petit cercle qui, étant en lien avec des évêques et des prêtres favorables à la réforme de Trente, du Concile, réforme tridentine, petit cercle qui va rayonner ou véhiculer la nécessité de la réforme dans l'élite du clergé jusqu'au début du XVIIe siècle. Parlons de la réforme catholique à Paris. Ce sera notre quatrième point. Un personnage intéressant. Il s'appelle Richard Beaucousin. Richard Beaucousin. Les Chartreux tiennent une place à part dans le réformisme. Malgré les troubles, les guerres, leurs couvents, Vauvert, Bourgfontaine, le Mont-Dieu, deviennent des foyers spirituels. Bientôt apparaît le nom du maître des novices de la Chartreuse de Vauvert, Richard Beaucousin, qui est né en 1561 et qui partit vers le ciel en 1610, au moment, on dirait, où Bérulle et Vincent vont prendre leur lait. Dès 1698, sa cellule parisienne devient le point de ralliement des réformateurs et des spirituels. En traduisant des ouvrages
de la spiritualité rhéno-flamande, dont il est un des représentants, il poursuit une œuvre spirituelle commencée 50 ans plus tôt à la Chartreuse de Cologne. Quand je parle des rhéno-flamands, vous les connaissez. Maître Écart, Maître Écart, vous avez... vous en connaissez d'autres? À Strasbourg. À Strasbourg. He's very popular now again. His popularity is rising, has risen. On va continuer. Hein? He's one of the people who is mentioned a lot now as from the Middle Ages. He's important. He and Excuse me. Eckhart and a few others like Reisbreck and Thaler, also. Toller, Strasbourg. Merci. Toller. Oui. Voilà. Cette spiritualité, Vincent de Paul, on peut la voir en filigrane dans son œuvre, dans ses textes et quand il parle à ses confrères aussi. Vous voyez? Donc, c'est une spiritualité très intéressante à voir et à connaître. Es lo mismo que solamente la espiritualité de Pedro de Berulle, non? Pas tout à fait. Pas tout à fait. Berulle va être porté sur l'incarnation. Je vais le dire. Hein. Richard Beaucousin, donc, vous voyez, c'est une sorte de précurseur. Maintenant, quelqu'un de très, très, très important. Très important. Une femme. Madame Akari. Vous avez peut-être entendu parler d'elle. Beaucousin est aussi le directeur spirituel de Madame Akari. Madame Akari qui a vécu de 1566 à 1618. Son nom c'était Barbe Avriot. Elle avait épousé un ligueur convaincu. Ah, la Ligue, c'était ce qui était un petit peu opposé au protestantisme, bien sûr, vous comprenez. C'était la Ligue catholique. Hein. Un ligueur, donc. Mais si elle partageait les idées de son époux, Madame Akari avait su rendre ses positions plus spirituelles, notamment sur les conseils de Beaucousin. Après la défaite de la Ligue, Henri IV y est pour beaucoup, elle avait rétabli la situation financière et politique de son époux, qui était trop engagé aux côtés de la Ligue. À tel point que cela fit même du bruit dans Paris, et il fut bientôt à la mode de la connaître. Mais la future fondatrice du Carmel en France, rappelons-nous qu'au siècle précédent, Thérèse d'Avila, aidée avec Jean de la Croix, avait refondé en quelque sorte le Carmel. Donc en France, ici, la future fondatrice ne veut retenir autour d'elle que des spirituels. On peut rencontrer chez elle André
Duval, Jacques Gallement, Pierre de Bérulle, Benoît de Canfeld, René Gautier, Madame de Maignelet, la sœur de l'évêque de Paris, Madame de Sainte-Beuve, qui va fonder les Ursulines, le père Coton, jésuite, confesseur d'Henri IV, et le chancelier de Marillac. De la famille de Louise de Marillac, bien sûr. François de Sales, qui viendra épisodiquement. Oui, il y vient aussi lors de ses séjours à Paris. Il est évêque de Genève, rappelons-nous. Hein. Bien qu'à Genève, il ne soit pas trop bien accepté par les protestants. Le salon, on appelle ça salon, de Madame Acquary n'est pas l'unique centre spirituel à Paris. Nous avons déjà cité la Chartreuse de Vauvert. Mais il y a aussi la Visitation de Paris, les Bénédictines de Montmartre, et puis d'autres. Mais le salon Acquary est un des centres les plus actifs. On met en place des ordres nouveaux. On y engage des œuvres de réforme des monastères. Et la réforme du clergé avec Bérulle. Surtout, on connaît le modeste Monsieur Vincent. Vincent Paul côtoie ainsi à Paris l'élite de la réforme catholique parisienne. Il se frotte à un milieu hautement spirituel et entièrement préoccupé des nécessités de l'Église. Je vais vous parler maintenant de l'école abstraite. Ah, c'est une expression. Sous l'influence de Beaucousin, qui anime le groupe depuis sa cellule, le salon Acquary s'intéresse aux mystiques rhéno-flamands. Et à la suite de Gallement, aux écrits de Thérèse d'Avila, qui est partie vers le ciel en 1582, 2 ans après la naissance de Vincent. Mais sous l'influence non moins déterminante de Benoît de Canfeld, moine, et d'André Duval, un théologien de la Sorbonne de grand renom. Le groupe s'engage dans une interprétation abstraite de ces mystiques. Cette interprétation se caractérise pour nous essentiellement par le désir de mettre l'âme en rapport avec l'essence divine, directement et sans intermédiaire, par une union non conceptuelle des idées, et en particulier en dépassant l'humanité du Christ pour trouver Dieu seul. Généralement, elle se traduit par une mystique d'anéantissement. Cette école connaît le succès et trouve un écho favorable chez Bérulle et chez Duval, 2 personnes qui ont eu une influence sérieuse
sur l'avenir de M. Vincent. Parlons de M. Vincent maintenant. Il naît à Pouilly. Vous n'y avez pas été encore. Vous allez y aller? Ah. Aujourd'hui, ça s'appelle Saint-Vincent-de-Paul, l'endroit où il est né. Dans les Landes, même le berceau de Saint-Vincent-de-Paul. Vous y allez en 1581, vous le connaissez. Initialement, les premiers biographes de Saint-Vincent, Abély, Collet, le faisaient naître en 1676, 5 ans plus tôt, à cause de l'ordination qui était trop jeune, 19 ans. Vous comprenez? Oui. Donc il est né en 1581. Il est le troisième enfant de 6 enfants, d'une famille paysanne, de laboureurs. Quand on dit laboureurs, ça veut dire des gens quand même un peu aisés, assez aisés, qui possèdent leurs terres, qui ne sont pas locataires de leurs terres. Hein? Celle-ci, cette famille, sans être riche, n'est pas vraiment pauvre non plus. Il gardera souvenir de cette enfance et saura plus tard tirer des conclusions de la pauvreté des campagnes qu'il peut alors observer. Son père a le moyen de l'envoyer étudier au collège de Dax en 1591. Il a 14 ans. Pour les ruraux, l'Église est la voie normale des ascensions rapides, nous l'avons vu. Aussi s'oriente-t-il vers l'état ecclésiastique. A-t-il la vocation? Loin de moi de la mettre en doute, néanmoins. Donc, il l'envoie étudier au collège de Dax. En 1696, il est tonsuré. Quel âge a-t-il? 15 ans. Il est ordonné prêtre, nous venons de le dire, à 19 ans, le 23 septembre 1600. Il recherche des bénéfices qui assureraient l'avenir de sa famille, du moins qui contribueraient à l'assurer. Il pense même un temps obtenir un évêché. Il est ambitieux, le jeune homme. Suite à un voyage qu'il fait à Marseille pour récupérer de l'argent que lui devait quelqu'un, il disparaît pendant 2 ans. Il est parti avec un cheval de louage. Et il le vend en arrivant. Louez une voiture chez Avis ou Hertz, faites un petit voyage et vendez-la, qu'arrive-t-il? Qu'est-ce qui risque de vous arriver? Il explique son absence dans 2 lettres adressées à M. de Commet, avec lequel il était en correspondance, parce que M. de Commet s'était occupé aussi de ses études.
un bienfaiteur, de lettres donc en 1607 et 1608, ces deux lettres, et qui ont pour but premier d'obtenir quelque argent. Ces lettres relatant la captivité de M. Vincent en Barbarie, côté de Tunis, Afrique du Nord, on appelle ça la Barbarie, ne sont pas sans provoquer une certaine perplexité. De nombreuses difficultés empêchent les esprits les moins prévenus d'accepter sans broncher les lettres que Vincent écrivit en 1607-1608 et de tenir la captivité à Tunis comme un fait historique. D'autant plus que dans les environs d'Avignon, nous avons une page d'écrou qui correspond à peu près à cette date-là, qui est disparue. Nous n'en dirons pas plus. Vous comprenez. Quand je vole une voiture, en général, je vais en prison. Pour Vincent, je ne sais pas, je ne veux pas savoir, hein, parce que c'est un saint, il a déjà une auréole sur la tête, et donc, loin de moi de dire du mal de lui, quoiqu'il ne soit pas encore tout à fait saint à l'époque. Quoi qu'il en soit, c'est un homme qui a déjà vécu bien des expériences que nous retrouverons en septembre 1608 à Paris. Après un certain passage à Rome. Il connaît bien des difficultés pour vivre. Il s'endette même un peu. Heureusement, il a des relations, telles Bérulle, qui lui permettent de maintenir la tête hors de l'eau. Il est en bons termes avec Pierre de Bérulle et il fréquente les futurs oratoriens. Bérulle fonde d'oratoire. L'oratoire de Saint-Philippe de Néry, mais d'une certaine à la française. Là, hein. Auprès du maître de l'école française, c'est une expression qui dirige une élite, Vincent essaie de s'éclairer. Bérulle éprouve des difficultés pour déterminer la vocation de M. Vincent. On parle de Bérulle actuellement. Il pense l'orienter sur l'oratoire, puis il l'aiguille sur la cure de Clichy. Mais discernant les grandes qualités de M. Vincent, Bérulle tente de le placer auprès de personnes influentes. C'est ainsi que Vincent de Paul devient précepteur des enfants du général des galères du roi, le comte Philippe Emmanuel de Gondi, qui est mort en 1662, 2 ans après Vincent de Paul. Il aurait voulu entrer dans la congrégation de la mission après, vous voyez, mais Vincent, vous savez, il ne faut pas, comme dit le proverbe malgache, il ne faut pas de vouaille dans un marigot. Vouaille voulant dire le crocodile. Vous me comprenez? Donc il préfère que monsieur de Gondi soit à l'oratoire, c'est mieux.
Mais nous n'en sommes pas là pour l'instant, nous sommes à cette période où il entre dans la famille de Gondi. Donc il est amené à donner quelques secours spirituels à Madame de Gondi, qui mourra en 1625, après avoir aidé à fonder la congrégation de la mission. Car les fondateurs, ce sont c'est la famille de Gondi. Vincent Paul étant l'instituteur, celui qui institue la congrégation. Fondateur, ce sont les fonds, hein, l'argent. C'est ainsi, oui, que Vincent Paul devient précepteur des enfants du général des galères, Philippe Emmanuel de Gondi. Il est amené, oui, il accompagne cette dame lorsqu'elle visite ses terres. Et c'est là que se place l'événement que vous connaissez, l'événement de Folleville, en 1617, où Vincent découvre la misère spirituelle des pauvres gens des champs. Il la connaissait déjà, mais là, je dirais qu'il est interpellé par cette misère. Il découvre en quelque sorte sa mission, grâce à Madame de Gondi. Et c'est dans la même année 1617, avec l'aide de Bérulle, que Vincent Paul s'enfuit. Il trouve cette dame un peu trop entreprenante. Excusez-moi, je veux dire, un peu, qui le sert un petit peu trop. Bon. Et donc il s'enfuit de chez les Gondi pour aller hors de France, s'occuper d'une paroisse près de Lyon, Châtillon-les-Dombes. Châtillon-sur-Chalaronne actuellement. On peut remarquer l'importance de Bérulle, qui a sinon orienté, du moins soutenu et encouragé les premiers pas de Vincent dans la voie d'un apostolat qui devait être si fécond pour la cause des séminaires. Vers 1611, Vincent de Paul avait fait plusieurs séjours chez son directeur spirituel. À ce moment-là, certains changements s'étaient opérés en lui. Il n'était déjà plus celui qui recherchait l'honnête tirade, qu'il avait si bien décrite dans une lettre à sa mère. Il avait progressé spirituellement au contact de Bérulle. En effet, M. Vincent a poursuivi son éducation dans le domaine de la foi sous le contrôle de Bérulle. Et Vincent lui-même lui empruntera, sinon une métaphysique complète, du moins la préoccupation de regarder Dieu en premier lieu, ainsi qu'une partie de ses expressions et de son vocabulaire. Mais si Vincent doit beaucoup à Bérulle, il n'en doit pas moins à André Duval. Vincent de Paul se détache progressivement de Bérulle jusqu'en 1617 pour se tourner vers Duval. La divergence d'idées que le départ de M. Vincent pour la cure de Châtillon-les-Dombes laisse déjà percer se transforme ensuite en opposition. Bérulle essaie de détacher Philippe Emmanuel de Gondi de celui qui avait été le protecteur. Il demande même au père Bertin de s'employer à faire échouer la demande d'approbation romaine que Vincent de Paul essayait d'obtenir en faveur de la congrégation. Oui. C'est précisément à ce moment
que l'influence de Duval est décisive, il lui enjoint, au nom de Dieu, de continuer l'œuvre de la mission. Duval. Donc Duval pousse M. Vincent, qui avait dû revenir auprès de Mme de Gonty et quitter Châtillon des Dombes, à constituer une communauté. Outre le soutien qu'il apporte à Vincent pour la mise en place de la congrégation de la mission, Duval, en 1632, l'aide à une affaire contre les religieux de Saint-Victor. Aussi n'est-il pas étonnant de voir M. Vincent se confier à celui dont François de Sales écrivait « Je laisse à part M. Duval, qui est bon à tout et universellement propre pour semblables offices, c'est-à-dire de donner des conseils avisés. » Finalement, Vincent, homme actif et concret, trouve chez Duval non pas un mystique seulement, mais un théologien et surtout un juriste capable de l'aiguiller sur les voies de réalisation concrète. Cela n'empêche nullement que M. Vincent puisse trouver chez Duval des accents qui rappellent ceux de Bérulle. Notons que Bérulle était un ancien élève de Duval. Ainsi, Duval ne fait que confirmer les premiers éléments acquis par Vincent auprès de Bérulle. L'idée de regarder Dieu avant tout et ensuite soi-même est approuvée, approfondie et enracinée dans l'âme de Vincent par son directeur de conscience. C'est ainsi que Duval donne à lire à M. Vincent la règle de perfection de Benoît de Campfeld, le mettant en contact direct de l'école abstraite dont nous avons parlé tout à l'heure. Cet ouvrage résume la pensée de Benoît de Campfeld, où il suppose à la vie spirituelle et mystique des fondements d'ascèse qui s'expriment en un renoncement aux voies conceptuelles et discursives pour atteindre Dieu. Je ne sais pas si je vais avoir le temps de terminer. J'ai un paragraphe encore. Je vais essayer de me lancer. Hein? On peut continuer encore un petit peu? Merci. Saint Vincent est le milieu spirituel du XVIIe siècle. Il n'est pas douteux que Vincent de Paul ait été influencé par les spirituels de son temps, Bérulle, Duval, François de Sales, son ami, et Benoît de Campfeld. Dans quelle mesure cette influence fut-elle déterminante? C'est la question que les intéressés auraient eu eux-mêmes bien des difficultés à trancher, comme l'indique si bien Jean Calvet, qui a écrit une excellente biographie sur Saint Vincent de Paul, qui n'est pas dépassée encore maintenant. Cependant, on peut faire les remarques suivantes. Vincent de Paul ne présente aucune originalité doctrinale comme Bérulle, Ollier ou Condrin. Ses maîtres, outre ceux déjà cités, sont Rodriguez et Vincent Ferrier. Il n'hésite pas à emprunter certains paragraphes qu'il inscrit dans les règles communes de la congrégation de la mission, aux règles de la compagnie de Jésus et à celles de l'oratoire, sauf le chapitre 2, mais nous verrons ça cet après-midi. Saint Vincent ne présente pas moins quelques caractères qui lui sont propres. S'il s'inspire de Bérulle dans ses réflexions sur les perfections et les mœurs divines,
il prend une orientation très personnelle quand il médite la vie missionnaire de Jésus-Christ dans les évangiles. Nous verrons cela. Nous retrouverons concrété les considérations béruliennes sur la religion du Verbe incarné qui portait toutes ses pensées au salut des hommes. Cette pensée, il la fait sienne. Il la digère et lui donne la marque caractéristique de sa pensée, toujours orientée vers l'action. C'est bien beau de penser, mais il faut agir. Cette orientation a fait de sa spiritualité une spiritualité pratique. En adoptant, il adapte et souvent, il transforme. L'originalité de celui qui, en parlant, portait haut quant à la pratique et à l'expression, n'est pas dans une doctrine, mais dans la vie et dans l'expérience. Quand je dis n'est pas, il a quand même une doctrine, n'est-ce pas? On a noté l'absence de sens pratique chez Bérulle. Il n'était pas très adroit, Bérulle, avec ses mains. Qui fait qu'au moment de la mise en place de séminaires dans l'oratoire, par exemple Saint-Magloire, Bérulle ne se préoccupe absolument pas d'organiser concrètement des séminaires. Il écrit même, au même moment, un opuscule de piété. Et c'est un trait de caractère qui peut expliquer à la fois le relatif abandon des séminaires par l'oratoire, mais aussi les réactions de Saint Vincent ou de Saint Jean-Eudes qui préfèrent construire leur propre congrégation. Concluons. Je n'ai plus que 2 minutes. Nous avons présenté rapidement M. Vincent dans le milieu où il vivait, dans les années, surtout 1610-1620, puis un petit peu après. Il doit beaucoup à ce milieu et à celui de son enfance. Mais le milieu, l'époque, ne peuvent expliquer à eux seuls Saint Vincent. Si tel était le cas, il y aurait eu des milliers de M. Vincent au XVIIe siècle. Cependant, l'œuvre de Saint Vincent ne devient intelligible réellement qu'en fonction de ce milieu. Nous allons maintenant suivre M. Vincent dans son œuvre de formation du clergé, mais en ces années 1620, le plus remarquable reste pour Vincent Paul, le constat d'abandon des campagnes. La réforme touche en effet les ordres religieux, mais beaucoup ne s'occupent que de l'éducation des enfants de l'aristocratie et des classes moyennes. Les capucins et les récollets, il est vrai, s'occupent de la prédication des masses. Cependant, M. Vincent, se souvenant de son enfance et de la misère des campagnes, va lui aussi partir en mission. Pour l'instant, il ne s'occupe certes pas de la nécessité de former le clergé, ça viendra. Il y a urgence pour s'occuper du pauvre peuple des campagnes. Je m'arrête là. Merci beaucoup. Et cet après-midi, nous verrons quelques éléments, je n'ai pas la prétention de tout dire, de la spiritualité de Saint Vincent. Nous verrons que c'est quand même cohérent.